Voilà, mesdames et messieurs, question d'actualité, nous recevons aujourd'hui Maître Mame Adama Gueye dans le cadre d'une tournée qui vous a amené dans la capitale du Nord. Vous êtes à Saint-Louis. Est-ce qu'on peut revenir sur le pourquoi de cette visite et pourquoi le choix de Saint-Louis? Bonsoir, merci pour l'invitation. Nous sommes à Saint-Louis dans le cadre d'une tournée politique qui s'inscrit dans la foulée de ma déclaration de candidature à l'élection présidentielle. Nous avons décidé d'aller à la rencontre de nos concitoyens dans toutes les régions du Sénégal. Nous avons déjà commencé dans le creux d'autres régions comme Thiès. Nous sommes aujourd'hui à Saint-Louis, c'est dans le cadre d'une tournée nationale. Voilà la raison de notre présence aujourd'hui à Saint-Louis. Ça s'inscrit dans le cadre d'une tournée politique, de rencontre des populations, parce que nous estimons qu'il est très important de rencontrer les populations, de se mettre à leur écoute avant d'envisager de formater, d'élaborer un programme dans le détail. Constater, écouter, apprendre des populations. Parce que nous voulons mettre en place un programme destiné à répondre à leurs préoccupations concrètes. Voilà la justification de cette descente sur ce. Maître, ce matin, on vous a vu, vous avez sillonné un peu la langue de Barbarie, vous avez visité la digue qui est en train de se construire. Vous êtes allé également au niveau de Guerilla où vous avez constaté les dégâts de la furie des vagues. Vous êtes rendu également au niveau du site de Khariala, un site de recasement du temporaire entre guillemets pour les populations sinistrées. À l'issue de cette visite, qu'est-ce que vous avez retenu dans l'ensemble? Écoutez, un sentiment de frustration au constat des effets de l'avancée de la mer au niveau de la langue de Barbarie, parce que comme je le disais, c'est vraiment la manifestation de l'incurie des gouvernements qui ont eu à gérer cette question, parce que nul n'ignore l'évolution climatique. Quand on a discuté avec les populations qui habitent la localité, ils nous ont expliqué qu'il y a quelques années, la mer était à 1 kilomètre des habitations. Il y avait une plage de quasiment 1 kilomètre. Le phénomène ne s'est pas passé en quelques jours. Donc c'était donc prévisible. Il est tout à fait incompréhensible que nos gouvernants subissent cette situation de cette manière. C'est-à-dire, on colmate des situations. On n'a pas anticipé. J'ai l'habitude de le dire, on a besoin d'avoir des gouvernements stratèges qui anticipent sur les événements. C'est pas pour rien qu'on dit que gouverner, c'est prévoir. Donc alors c'est incompréhensible, c'est totalement incompréhensible qu'on ait laissé s'installer cette situation. C'est une manifestation d'incurie. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est pour ça que je dis que la visite de la langue de Barbarie a fait nettement un sentiment de frustration. Parce qu'aujourd'hui, la question des changements climatiques est une question, mais à l'ordre du jour partout dans le monde. Bon, maintenant, il y a une manifestation au niveau de Saint-Louis. Il faudrait qu'on tire les leçons. Parce que la manifestation est la plus flagrante et spectaculaire au niveau de Saint-Louis, mais c'est un problème qui est un problème mondial, qui a une dimension nationale. On retrouve le même problème en Casamance, sur certains niveaux à Dakar. Donc il faudrait qu'aujourd'hui, de manière volontariste, que nos autorités mettent en place une politique et un dispositif de prise en charge sur le long terme, de manière durable, de cette question du changement climatique. On ne peut pas faire la politique de l'autruche, faire semblant comme si rien ne se passait, et essayer de colmater des brèches, essayer de gérer des situations d'urgence. Ce qui me fait dire d'ailleurs que, bon, je ne suis pas un technicien, mais ce que j'ai vu me semble vraiment dérisoire par rapport à l'ampleur de la situation. Je comprends qu'il est nécessaire de prendre des mesures d'urgence. Donc vraiment, je pense que, en tout cas, la question de l'environnement est pour nous une question fondamentale, qui a occupé une place centrale dans notre programme. Et si nous avons la responsabilité de la gestion des affaires du pays, croyez-moi, ce sera une question qui sera mise en charge de manière très sérieuse, de manière stratégique, pour apporter des solutions de long terme, durables, qui puissent permettre vraiment
d'installer ces populations dans des conditions de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, les conséquences sont désastreuses. Quand on voit que l'école est tombée, les enfants ne vont plus à l'école dans la localité, les populations sont déplacées, les conséquences sont terribles. Donc, quand on a visité Khariala, j'ai éprouvé un sentiment de peine, très sérieusement un sentiment de peine. Parce que voir les populations dans une situation de précarité, les conséquences sont terribles. Quand on a visité Khariala, c'est la question. J'ai éprouvé un sentiment de peine. C'est pas seulement qu'il n'est pas disposé de logement, c'est toutes les conséquences. C'est l'arrêt des activités économiques des personnes déplacées, c'est les enfants qui ne vont plus à l'école, et toute cette inconfort psychologique lié à cette situation-là. Donc vraiment, j'espère que cette affaire, que ce déplacement des populations est provisoire, parce que cette situation de précarité ne peut pas durer. Ça fait déjà 7 mois, sans compter les 2 mois qu'ils ont passés dans les écoles. Vraiment, ce serait très bien que les autorités apportent une réponse rapide à cette situation. Et encore une fois, je le dis très clairement, ce n'est pas de la démagogie. Si nous avons la responsabilité des affaires du pays, cette question se fera l'objet d'un traitement urgent et approprié. Zach, tu changes de micro. Mais justement, maître, en fait, j'allais en venir par rapport aux propositions, parce qu'on a vu au long défilé, tous les leaders politiques sont passés par la langue de barbarie, mais on n'a pas jusque-là entendu l'un d'entre eux proposer, apporter une solution. Il faut être comment dirais-je encore, sérieux. Cette question est une question complexe. On ne peut pas se permettre, quand on n'est pas un expert, de prétendre, juste après avoir constaté la situation, apporter des solutions. Il faut faire parler des experts. C'est une question qui requiert de l'expertise de très haut niveau. Les solutions existent, parce qu'on a vu des exemples de pays où les techniques ont été mises en œuvre pour gagner des terres sur la mer. L'exemple des polaires, donc il y a des solutions techniques. Au stade où nous en sommes, en tant que candidat à l'élection présidentielle, nous envisageons d'organiser un atelier à Saint-Louis déjà pour faire parler justement l'expérience. Parce que nous ne prétendons pas détenir de solution. Nous envisageons d'organiser donc un atelier mettant en place des experts, les organisations de la société civile et les habitants pour discuter, parce qu'il y a l'expertise technique résultant d'études, il y a l'expertise empirique que les populations connaissent. Donc, une discussion de cette nature devrait nous permettre de mieux connaître le problème. Et c'est en connaissant mieux le problème qu'on est plus en mesure de proposer des solutions. Mais il ne faut pas faire de la démagogie, c'est-à-dire venir se présenter sur l'angle de barbarie, se faire filmer devant les dégâts pour prétendre être porteur des solutions. En tout cas, nous, on ne travaille pas comme ça. Nous avons constaté, nous constatons l'incurie, parce que comme j'ai dit encore une fois, ce n'est pas une situation qui date de 24 heures. On a vu venir, on n'a pas fait le nécessaire, ça il faut le regretter. Maintenant, nous constatons, nous voulons faire parler l'expertise et les populations pour nous faire une idée exacte des solutions les plus appropriées à ce problème. Voilà, maître, vous l'avez dit tantôt, vous êtes candidat déclaré à la prochaine présidentielle. On voit que le pays, sur le plan social, surchauffe. Il y a des enseignants au niveau du secteur de la santé également, ça ne va pas. Par rapport à ce contexte assez tendu, en tant que futur candidat à l'élection présidentielle. Actuel candidat. Actuel candidat, d'accord. Futur président. Futur président peut-être, bon, c'est vous qui dites. Donc, à la présidentielle, qu'est-ce que tout cela vous inspire? Beaucoup de préoccupations. Vous savez, il y a les revendications ponctuelles. Mais moi, je préfère prendre le problème en amont. Ça veut dire que les gouvernements successifs qui se sont succédés dans le pays ont laissé tomber l'école publique, ont laissé tomber la santé publique. On n'a pas accordé à l'école publique et à la santé publique l'intérêt que ces secteurs méritent.
Et bien pourtant, souvent, on disait que 40% du budget a été alloué à l'éducation nationale. Ce n'est pas une question d'ordre quantitatif. On peut dépenser beaucoup et mal dépenser. Ce n'est pas la question. Je vous donne juste un exemple. Très simple. Combien de personnes aujourd'hui qui ont des ressources, envoient leurs enfants à l'école publique? Personne. Quand on a des ressources, on envoie ses enfants à l'école publique. Alors que de notre temps, le privilège c'était d'être à l'école publique. Vous alliez à l'école privée quand vous étiez viré de l'école publique pour des questions de niveau. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et les gouvernements successifs ont laissé tomber l'école publique. Nous avons une grosse ambition pour l'école publique. Il faut réhabiliter l'école publique. La question des revendications des enseignants entre dans ce cadre. Parce que dans le cadre d'une prise en charge complète de la question de l'école publique, on prend en charge la question des enseignants. Parce que l'école publique, c'est des ressources humaines, c'est des ressources techniques, c'est des infrastructures. Donc c'est un ensemble de facteurs intégrés qu'il faut prendre en charge. Si vous voulez une bonne école publique, vous devez avoir un personnel épanoui, un personnel qui est considéré à la hauteur de l'importance de sa fonction. Nous avons tous vu comment la considération pour l'enseignant s'est dégradée au fil des années. Nous tous en avons vu à l'époque le maître d'école ou la maîtresse d'école était une personne publique respectée, considérée. Ce n'est plus le cas. Donc nous voulons réhabiliter l'école publique. C'est qu'en réhabilitant l'école publique qu'on apporte des solutions à ces questions-là. Aujourd'hui, pour répondre ponctuellement à la situation, il faut regretter cette récurrence de cette situation où à chaque fois l'État prend des engagements, ne les respecte pas, on va en grève et c'est quelque chose qui se répète. Un État sérieux respecte ses engagements. La crédibilité de l'État ne doit jamais être mise en question. C'est notre principe. Si nous avons la responsabilité des affaires du pays, nous aurons un État fort, respecté et crédible, qui va respecter tous ses engagements. Ça, c'est important. Aujourd'hui, l'État n'a plus aucun crédit. C'est ça qui pose un problème. Quand un État s'assoit avec des syndicats et ne bénéficie d'aucune confiance des syndicats, il y a un problème. Parce que l'État doit être à sa place. Quand l'État prend des engagements, l'État doit les respecter. Parce que l'État doit être crédible. Ce que j'ai dit pour l'école publique est valable pour la santé publique. Après les indépendances, et même bien après, ce sont tous les ressortissants de la sous-région qui venaient se soigner dans notre pays. Nous avons malheureusement constaté que, il n'y a pas longtemps, c'est des Sénégalais qu'on faisait partir du Sénégal pour qu'ils aillent se soigner en Mauritanie ou au Maroc. C'est une situation inadmissible. C'est pour ça que nous, dans notre vision, nous parlons d'une vision d'un État qui est fondé sur la valeur d'éthique, de justice et d'équité, et qui est servi par des Sénégalais qui sont imbus du culte de l'intérêt général et dévoués à la satisfaction durable des intérêts des citoyens dans les domaines fondamentaux, qui sont les domaines de souveraineté publique, l'éducation, la santé, la sécurité et l'accès à l'eau. C'est ça notre vision. Et dans notre vision, nous plaçons les citoyens au cœur de l'action publique. C'est ça qui doit être la préoccupation de l'État. Mais nous avons l'impression que sur tous ces services fondamentaux, l'État a démissionné. Quand vous regardez la situation dans notre système de santé, c'est pitoyable et c'est inadmissible. Parce que nous, à l'indépendance, nous avions quand même beaucoup d'avantages parce que le Sénégal est la capitale de l'AOF. Et les colons nous avaient laissé quand même de bonnes infrastructures, mais qui se sont totalement dégradées. Et ça, c'est une situation inacceptable que nous entendons corriger radicalement si les Sénégalais le font. D'accord, Matt, par rapport à toujours cette volonté, en tout cas, de changer les choses, cette vision nouvelle que vous avez pour le Sénégal, aujourd'hui, par rapport à l'opposition sénégalaise, on parle de plus en plus d'une candidature unique. Pensez-vous qu'aujourd'hui, par rapport au contexte et par rapport à l'adversaire d'en face, est-ce qu'il serait mieux pour ce Sénégal-là, pour cette opposition plutôt, de s'unir et de faire bloc pour faire face au régime en place? C'est une question d'objectif.
effectivement, on peut imaginer comme ça s'est passé en 2000, en 2012, que toute l'opposition se met ensemble pour faire tomber le régime d'en face. Mais ça, ce n'est pas une ambition. C'est une petite ambition. Nous avons une plus grande ambition pour notre pays. Il ne s'agit pas simplement de faire tomber Macky Sall, c'est pas ça. Faire tomber Macky Sall, pour nous, n'est qu'une modalité, ce n'est pas une fin en soi. Parce que nous estimons que le problème du pays n'est pas un problème de personne. Il ne s'agit pas de changer Macky Sall par quelqu'un d'autre et de chercher la meilleure solution pour le faire tomber. On a vu que ça n'a servi à rien en 2000, ça n'a servi à rien en 2012. En 2000, tout le monde s'est mis ensemble, on était mécontents contre eux. On a fait venir Wade. On a vu le résultat. En 2012, on a fait la même chose. On a vu le résultat. Nous pensons qu'il faut changer de système. C'est une question systémique. Comment changer le système? Instaurer une nouvelle république. Refonder la république. Remettre en place les fondamentaux de la république. Parce que nous avons les signes extérieurs d'une république, nous n'avons pas une république. Nous avons un système avec un président omnipotent qui décide de tout. Ce n'est pas ça une république. Nous avons un système fondé sur le clientélisme politique, où la politique est un instrument de promotion sociale. Nous avons un système de détournement permanent du pouvoir d'État au service d'intérêts politiques et d'intérêts personnels. Ce n'est pas une république. C'est pour ça que nous inspirons des conclusions des assises nationales. Nous voulons refonder l'État pour avoir une nouvelle république. C'est pour ça qu'on appelle le mouvement Sénégal Boubès. Il s'agit d'instaurer un Sénégal Boubès, fondé avec des fondamentaux républicains. C'est-à-dire le fait que la République, qu'on donne tout son sens à la République. Parce que la République, quand on applique les principes républicains, il y a des conséquences. C'est l'égalité. On le retrouve dans notre vision. C'est l'équité. C'est la justice sociale. C'est la solidarité sociale. C'est le mérite. C'est-à-dire on accède aux opportunités de la République sur la base du mérite. C'est le culte du travail. C'est une administration républicaine au service des citoyens. Parce qu'une administration républicaine, c'est une administration qui est au service des citoyens, qui n'est pas au service du pouvoir. Et là, on fait souvent une confusion. Parce qu'une administration doit certes être loyale au pouvoir, mais ne doit pas faire preuve d'allégeance au pouvoir. C'est ce qu'on voit. Il faut dépolitiser l'administration. Il ne faut plus avoir un président de la République qui est chef de parti. Il faut systématiser les appels à candidature pour l'accès au poste de responsabilité. À chaque fois qu'il y a un poste de responsabilité, il ne faut pas faire comme on fait actuellement. Aujourd'hui, le sésame, pour se faire ouvrir la carrière d'Ali Baba, c'est la carte du parti, comme c'était le cas sur Abdoulaye Wade, comme c'était le cas sur Abdou Diouf. Nous voulons dépasser cette situation. S'il y a des postes de responsabilité, appel à candidature, poser les termes de référence, prendre le meilleur Sénégalais possible, qu'il soit au Sénégal ou à l'étranger. C'est ça que nous voulons développer. Créer un cercle vertueux, créer une émulation qui montre aux Sénégalais qu'à chaque fois qu'on a la compétence, qu'on a l'intégrité, on peut accéder aux responsabilités. Donner des raisons d'espérer à notre jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vit? Une jeunesse qui est née, des jeunes nés au Sénégal, qui ont grandi au Sénégal, qui doivent tout espérer de leur pays, mais qui vont exposer leur vie dans le désert et leur dignité, dans le désert ou dans la mer. C'est inadmissible. C'est le signe le plus flagrant de l'échec de nos politiques. C'est inacceptable que nos jeunes quittent ce pays pour aller risquer leur vie. Nous voulons aussi développer un secteur privé national fort, réservé essentiellement à la commande publique à notre secteur privé national. Voilà notre ambition pour le Sénégal. Comme vous le voyez, c'est beaucoup plus que juste de faire tomber Macky Sall. Donc aujourd'hui, se mettre ensemble pour tomber Macky Sall, pour nous, ça, c'est pas une ambition. C'est une petite ambition. D'accord. Maître Mamadou Lekel, je rappelle que vous êtes en visite politique à Saint-Louis, une visite qui entre dans le cadre d'une tournée par rapport à la prochaine présidentielle, puisque vous êtes candidat à cette élection présidentielle. Alors aujourd'hui, la loi sur le parrainage, une loi qui est passée comme lettre à la poste à l'Assemblée nationale et qui a fait couler beaucoup de salive et beaucoup d'encre. Pensez-vous, parce que vous êtes également juriste, l'opposition a beaucoup tiré sur l'actuel garde des Sceaux,
constitutionnaliste. Aujourd'hui, pensez-vous comme d'aucuns, en tout cas au niveau de l'opposition, le soutiennent, que en tout cas, cette loi est une loi anticonstitutionnelle? Oh, je n'ai pas fait l'analyse parce qu'en tant que juriste, je ne peux pas me permettre de répondre dans une émission comme ça sans une analyse sérieuse et documentée. L'argument de ceux qui soutiennent que c'est anticonstitutionnel est un argument sérieux. Effectivement, on peut considérer que les modalités liées à l'élection du président de la République sont verrouillées par la Constitution. C'est un argument qui est recevable. Mais permettez-moi encore une fois, on surdimensionne cette question du parrainage parce que ce qui est dommage dans ce débat-là, je dois le rappeler, moi je le dis sur le principe, moi je suis favorable au parrainage parce que j'estime que c'est normal qu'un candidat à la présidence de la République justifie d'un minimum de représentativité. Et la question qui se pose, c'est que on a des raisons, on a des raisons d'avoir une suspicion légitime par rapport à la démarche. Ce qui m'explique, c'est les motivations et les justifications. Qu'est-ce qu'on dit pour justifier le parrainage? On dit, si on ne fait pas la loi sur le parrainage, il va y avoir beaucoup de candidats et ça va provoquer beaucoup d'efforts. Et on présente la loi sur le parrainage comme une solution à la question de la rationalisation des partis politiques. C'est un argument totalement aberrant. Vous savez pourquoi? C'est une question de démarche intellectuelle. Si vous voulez régler un problème, vous utilisez les outils disponibles. Quel est le premier outil disponible quand on va régler un problème dans un état de droit? C'est la loi. On a une loi sur les partis politiques qui n'a jamais été appliquée. Donc ce n'est pas sérieux de dire aux Sénégalais que la seule solution pour régler la question de la prolifération des partis politiques, c'est le parrainage. Ce n'est pas sérieux. Un État sérieux commence par appliquer la loi. Alors quand vous entendez le ministre de l'Intérieur vous dire on ne peut pas appliquer la loi parce que si on l'applique, il n'y aura plus de partis politiques au Sénégal. Donc on n'applique pas la loi. Ce n'est pas sérieux. Parce qu'une loi, on l'applique ou on l'applique. Donc la première justification est malvenue. La justification des coûts. Nous avons fait une proposition. Puisqu'on dit que s'il y a beaucoup de candidats, 20 candidats, 7 millions d'électeurs, c'est-à-dire qu'il faut imprimer 7 millions fois 20. De bulletins. On a fait une proposition, faisons le bulletin unique. C'est-à-dire s'il y a 20 candidats, c'est toujours 7 millions de bulletins. C'est-à-dire, avec un bulletin unique, on règle la question. Donc, on peut régler la question économique. Nous avons même été très loin. Nous avons proposé que les candidats prennent en charge leurs affiches au lieu que l'État les paye. Donc voilà les arguments. Et l'autre chose quand même, c'est que c'est une question d'élégance républicaine, de coutume républicaine. Aujourd'hui, celui qui prend ces décisions, il est candidat. Celui qui prend ces décisions est candidat. Il est quasiment dans un conflit d'intérêts, parce qu'il a d'autres candidats en face de lui, qui sont tous les candidats sont d'égale dignité. Mais lui décide, alors qu'on est à 10 mois des élections. Ce n'est pas pour rien que la CEDEAO dit qu'à 6 mois des élections, il ne faut pas changer les règles du jeu. 6 mois, 10 mois, c'est pratiquement pareil. Dans ces conditions, s'il pense qu'il faut changer la loi, il devrait avoir l'élégance républicaine de travailler sur la base du consensus. D'autant plus que, c'est important, politiquement et numériquement, il est minoritaire dans ce pays. C'est à cause du mécanisme majoritaire qu'il a la majorité à l'Assemblée nationale. Il a 49% des Sénégalais qui ont voté pour lui à la dernière élection législative. L'ensemble de ces raisons aurait dû le pousser à entrer dans une voie de consensus. Ou à défaut de consensus, de suspendre ce problème. C'est ça l'élégance républicaine. C'est ça l'esprit démocratique. Mais encore une fois, je le dis et je le répète, Macky Sall n'est pas démocrate. Il n'est pas un démocrate. Il ne croit pas à la démocratie.
Il ne fait que ce qu'il arrange. C'est pour ça que je disais qu'on est dans un système permanent de détournement de pouvoir. Il utilise le pouvoir de président de la République pour avantager le candidat Macky Sall. Et ça, c'est pas acceptable. Et puis, permettez-moi quand même, quand je disais que c'est très important, là, ce débat sur le parrainage a un effet pervers. Pervers en quoi? Oui, pervers dans la mesure où ce débat cannibalise, phagocyte un autre débat, à mon avis plus important. C'est la question des cartes d'électeurs, encore une fois. Le gouvernement fait semblant de ne pas entendre ça. Il faut que le gouvernement nous réponde. Nous dise quel est le dispositif mis en place pour nous garantir que 100% des cartes d'électeurs ont été distribuées. Le gouvernement fait la sourde oreille et ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. C'est pour ça que je dis que ce type de débat est certes important, mais il ne faut pas que ça occulte le débat essentiel, parce qu'une élection, c'est d'abord l'affaire des citoyens. La détention de la carte d'électeur, de la carte d'identité, est basique en matière de citoyenneté. Donc j'insiste encore une fois pour que l'État donne les assurances aux citoyens que 100% des cartes d'électeurs ont été distribuées. Ça, c'est une question qui est fondamentale. Et aussi, il faut que l'État se donne les moyens de calibrer le dispositif mis en place pour permettre aux citoyens de s'inscrire et d'avoir leur carte d'électeur et leur carte d'identité. C'est fondamental. Voilà, merci, maître de temps qui nous était imparti à son terme. Le mot de la fin, par rapport à votre tournée, surtout après l'étape de Saint-Louis, quelles sont les étapes à venir? Moi, j'étais très content d'être en Saint-Louis parce que j'aime Saint-Louis. C'est pas fini, on va revenir à Saint-Louis. La prochaine étape, c'est le sud. On va dans la région sud pour aussi où tourner. Mais nous allons revenir, Inch'Allah, à Saint-Louis parce que, comme je l'ai dit, nous allons organiser un atelier sur la question du changement climatique parce que c'est quand même important de venir le faire là où le problème se pose. Mais justement, vous allez me permettre, parce que tout à l'heure, ce matin, on vous a entendu par rapport, parce que ça, on trouve ça nouveau, en fait innovant, par rapport à la campagne électorale à venir, vous avez annoncé que dans chaque localité, ce sont ce genre d'ateliers que vous allez organiser pour prendre en charge les préoccupations des populations. Oui, c'est plus pertinent parce que on ne va pas se mettre à Dakar et s'enfermer dans un bureau et écrire un programme. On envisage aussi, pour vous donner un autre exemple, de délocaliser les réflexions là où le problème se pose de la manière la plus crue. Donc par exemple, nous allons faire un atelier à Thiès sur la question de la réhabilitation de rails, question fondamentale. Nous réfléchissons au lieu où on va organiser les réflexions sur les questions prioritaires pour nous, qui sont des questions prioritaires par rapport à notre programme. Et ça nous permet d'entendre les experts, d'entendre les populations, et maintenant de faire une prise en charge politique. On ne peut pas renverser les choses, on ne peut pas venir faire des déclarations d'intention politique comme ça. C'est très facile ça. Mais nous avons la prétention et l'ambition d'apporter des réponses concrètes aux problèmes que les citoyens vivent au quotidien. C'est ça qui nous intéresse. C'est pour ça que nous allons au contact des populations, discuter avec les populations, constater les situations, écouter les experts avant de faire une formulation politique de la prise en charge de ces questions. Voilà, maître, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, merci. Donc, on vous donne rendez-vous prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.